Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à cet épisode de Parlons d'inclusion. Je suis Marie-Hélène Desmarais, professeure à l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg et je suis accompagnée de mes amis, mes collègues et mes mentors, Nadia Rousseau de l'UQTR et Angela Aucoin, professeure à la retraite de l'Université de Moncton. Alors aujourd'hui, on est vraiment excités. Notre invitée, c'est Madame Vanessa Tessier, qui est coordonnatrice des services aux élèves à l'île du Prince-Édouard dans le conseil scolaire francophone là-bas. Avec elle, on va aborder la question des premières étapes pour faire un changement vers l'inclusion scolaire. Mais avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, Vanessa, je vais te demander de te présenter brièvement pour les gens qui nous écoutent. OK. Alors, ben, merci de l'invitation aujourd'hui. Moi, je suis la nouvelle coordonnatrice de services aux élèves, justement, pour la Commission scolaire de langue française à l'île du Prince-Édouard. Puis, je travaille beaucoup avec les enseignants ressources, dans le fond, de nos 6 écoles françaises à l'île. Donc, j'ai le bonheur de travailler avec des personnes merveilleuses et tout ça, mais je travaille surtout avec les élèves qui apprennent un petit peu différemment, qui apprennent, tu sais, qui ont des particularités qui sont un petit peu exceptionnelles. Donc, c'est vraiment super parce que mes journées sont vraiment différentes à tous les jours. Mais j'ai été enseignante ressources pendant 7-8 ans dans le système aussi. J'étais à la direction, j'ai été mentor en littératie, j'étais en francisation. J'ai essayé beaucoup de choses. Donc, mais l'adaptation scolaire, c'est tout le temps quelque chose qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Donc, j'ai été aussi dans les écoles beaucoup en milieu minoritaire. Donc, je suis à l'île du Prince-Édouard présentement, mais j'ai aussi travaillé en Ontario, puis j'ai fait mes études au Québec. Donc, je me suis promenée un petit peu, puis c'est ça. Donc, ça peut dire de... Merci. Angela, est-ce que tu veux poser la première question pour Vanessa? Oui, eh bien, Vanessa, juste avant cette entrevue, on s'est parlé un petit peu au téléphone, puis tu me partageais qu'à l'île du Prince-Édouard, vous commenciez tout juste à parler d'inclusion, à vouloir instaurer des pratiques plus inclusives dans vos écoles. Puis moi, je suis curieuse à savoir exactement par où commencer. Qu'est-ce que vous faites? Toi, qu'est-ce qui est ton rôle dans tout ça? Puis, quels sont les premiers pas que vous voulez entamer vers ce processus? OK. Ben, c'est vraiment une bonne question parce que c'est ça, c'est tout nouveau pour moi aussi de pouvoir avoir un peu plus d'impact dans l'inclusion scolaire des gens au quotidien. Ce qu'on essaie de faire, premièrement, l'inclusion scolaire, c'est pas clarifié pour tout le monde, hein. C'est vraiment, des fois, chaque personne a un peu sa définition de voir les choses de l'inclusion scolaire. Donc, ce qu'on essaie beaucoup de faire, c'est vraiment au niveau de l'enseignement en ressources, que les interventions soient de plus en plus dans les salles de classe pour éviter de sortir les élèves de la salle de classe pour aller solidifier des apprentissages, faire de la rééducation, des choses comme ça. Donc, ça, c'est déjà un premier pas vers l'avancement où l'enseignant de ressources intervient de plus en plus dans les salles de classe, mais ce n'était pas la pratique d'il y a 5 ans, c'était vraiment pas la pratique. On faisait plus de l'exclusion de salle de classe où on travaillait en petits groupes à l'extérieur de la salle de classe. Et maintenant, on essaie vraiment de travailler le plus possible à l'intérieur de la salle de classe. Donc, c'est un petit peu un changement de position pour les enseignants ressources ici et pour les enseignants titulaires aussi, d'accepter d'avoir quelqu'un d'autre dans leur salle de classe auprès de leurs élèves. Donc, tout le monde en est gagnant, là. Autant les élèves qui ont vraiment besoin des services en adaptation scolaire que ceux qui sont euh, qui fonctionnent bien. Ça leur fait du bien d'avoir une validation de temps en temps d'un autre adulte. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers pas qu'on fait. Puis aussi, les assistants d'éducation. Nous, on essaie vraiment que ce ne soit pas un assistant d'éducation pour un élève, même si des fois, ils sont mis dans certains groupes pour aider à répondre à certains besoins. On essaie que l'assistant d'éducation réponde à la majorité des élèves du groupe et non pour pas que ça fasse comme pour pas qu'on puisse réaliser qui a vraiment besoin d'aide. Ça vient aider tout le monde au sein du groupe. Donc, c'est vraiment des petits pas de rien, mais qui, à la longue, je pense qu'ils vont faire une grosse différence dans notre système. J'aimerais te faire du pouce là-dessus, parce que là, si je me transporte un peu comme dans votre salle de classe, OK, disant je suis là, puis je vois qu'il y a des changements qui sont en train de se faire, mais comment est-ce que vous apportez ces changements-là? Comment est-ce que vous regroupez les enseignants pour leur faire une session d'information ou est-ce que vous travaillez individuellement avec les enseignants? Comment est-ce que ça se fait, ce changement-là?
Oui, nous, on est chanceux parce qu'on a des mentors dans nos écoles. Donc, dans le fond, on essaie vraiment de faire comme un modèle de mentorat et d'accompagnement à retrait graduel, là. C'est vraiment, on va aller dans la salle de classe, essayer, on va discuter avec tout le monde, puis on espère que ça fasse un peu un effet domino, qu'une réussite gagnante dans une classe se propage dans un petit peu toute l'école, que ça se répand un peu dans chacune des classes. Dans le fond, on essaie de partager les bons coups. C'est souvent pendant les réunions du personnel ou les choses comme ça. Puis on va pouvoir dire, ah, ça a vraiment bien fonctionné. Donc là, les enseignants vont dire, ben moi, je serais peut-être prête à essayer ça. Donc là, on a un effet un petit peu, c'est ça, de bouche à oreille un petit peu plus. Donc, on espère pouvoir initier tout le monde. Puis, je pense que c'est aussi important, par exemple, de respecter le rythme de tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est au même stade, c'est pas tout le monde qui est prêt, mais en voyant les bons coups et les réussites, je pense qu'ils vont y aller éventuellement. Donc, il faut juste être patient parfois. Mhm. Moi, je dis souvent, ça fait effet boule de neige, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qu'on espère. C'est vraiment ça. C'est bien. Merci, Vanessa. J'avais peut-être le goût d'aller plus loin aussi là, sur le travail qui se fait à l'intérieur de la classe plutôt qu'à l'extérieur de la classe. Est-ce que c'est possible de donner des exemples de la nature de ce travail-là? Est-ce qu'on est dans de la co-planification? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se présente concrètement? Oui, nous, on n'est pas autant dans la co-planification, de co-enseignement en tant que tel. Tu sais, je pense que le Nouveau-Brunswick est un bon modèle à ce niveau-là. Nous, on n'est pas encore rendu tout à fait là à l'île du Prince-Édouard, mais qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire? C'est vraiment d'organiser, tu sais, on se fait un plan avec l'enseignant. Quand moi j'avais l'expérience d'être en enseignement ressources, je discutais avec l'enseignant, puis là, on essayait de faire 2 semaines, 2 semaines. Donc, 2 semaines où je travaillais avec le même groupe d'élèves, parce qu'on travaille souvent en petits groupes. Donc, on essaie de faire entrer tous les intervenants dans la même salle de classe en même temps. Donc, chaque enfant travaille dans un groupe. Il y a le groupe avec l'enseignant titulaire, il y a le groupe avec l'enseignant ressources. Des fois, il y a un groupe avec, nous, on a des moniteurs de langue ou des fois, on va donner un petit groupe à un assistant d'éducation. Donc, les enfants sont pas mal tous regroupés. Et là, on essaie vraiment de changer de groupe puis de parler de nos observations pour voir c'est quoi la prochaine étape pour ces élèves-là et ainsi de suite. Donc, il y a un partenariat, mais ce n'est pas tout à fait du co-enseignement ou de la co-planification en tant que telle. C'est vraiment collaboration, mais à un autre niveau. Là. Mm-hmm. Moi aussi, c'est là-dessus que j'avais le goût d'aller plus loin là, sur la question de Nadia, de savoir comment ça se passe. Puis là, tu as répondu un peu à mon désir d'en savoir plus. Mais je suis aussi curieuse de voir, c'est quoi les résistances que vous avez en ce moment? Tu sais, parce qu'au tout début, là, tu nous disais, c'était pas le réflexe avant de garder les élèves dans la salle de classe. Donc là, je suis curieuse de voir comment ça se passe pour les enseignants des salles de classe, qu'on leur dise non, non, tu vas garder cet élève-là dans ta classe. Comme qu'est-ce qu'ils remarquent? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais des fois, je pense que c'est juste la peur de ne pas faire les bonnes choses. Tu sais, des fois, par exemple, si je prends un élève sur le spectre de l'autisme, des fois, juste le spectre de l'autisme, ça va être gros pour un enseignant, mais il y a tellement de différentes forces pour ces élèves-là. Puis je pense que c'est d'être rassuré. Puis le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans la salle de classe, c'est peut-être d'autres yeux, c'est peut-être d'autres oreilles qui vont venir peut-être les juger eux, ou d'avoir l'ouverture de dire non, on est là pour les élèves. C'est eux qui sont au centre, dans le fond, de notre attention. Là. Puis c'est vraiment de développer cette confiance-là avec les enseignants titulaires parce que si on recule il y a 20 ans, c'était vraiment, on enseigne dans notre salle de classe, la porte fermée, on ne partage pas trop ce qu'on fait, c'est un peu mystérieux. Mais là, maintenant, je trouve qu'il y a une meilleure ouverture pour accueillir les adultes dans la salle de classe, mais de pouvoir inclure tout le monde. Puis je pense que c'est un peu de voir chaque force des élèves. Ça nous force à voir vraiment de miser sur les forces. Parce que souvent, en éducation, il y a plein de belles choses qui se passent, mais ce n'est pas ces choses-là qu'on entend. Alors, l'inclusion, souvent, c'est un manque de ressources qui va être criant. C'est de la préparation que les gens ne sont pas prêts. Puis là, c'est ce qui fait peur, je pense, de dire « Oh, je ne peux pas avoir l'élève dans la salle de classe en tout temps, ou je ne suis pas outillée, ou il n'y a pas les ressources humaines qui vont suivre. » Donc, c'est vraiment de leur apporter, de leur donner confiance sur les interventions qu'ils vont faire, qu'ils font les bonnes choses, qu'ils font les bons choix, que cet élève-là, il est plein de force là, de miser là-dessus. Donc, c'est
un peu le changement de mettre les bonnes lunettes au bon moment. C'est un peu ça, de voir le positif dans toutes les situations, puis d'être à l'écoute, de s'ajuster, puis de respecter les limites de chacun, puis d'y aller à petits pas. Je pense que ça l'aide aussi un petit peu à semer des graines, là, puis à faire boule de neige par la suite. Ouais. Moi, j'aurais une autre question. Tu as mentionné au tout début de l'entrevue travailler avec les enseignants, que vous avez commencé à faire ça, aussi avec les assistantes en éducation, puis vous voyez déjà un changement. À un moment donné, il faudra aborder aussi la direction des écoles. Puis, d'après toi, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à penser qu'est-ce que vous voudriez leur présenter, mais qu'est-ce qui serait le message que tu voudrais donner à une direction d'école qui s'en va vers l'inclusion scolaire? Oui, c'est une bonne question parce que j'y pense souvent à ça. Mais je pense que la première chose, ce serait, j'ai 2 adultes qualifiés dans ma salle de classe pour répondre aux besoins de tous ces élèves-là. Puis des fois, moi, je trouve que 2 têtes valent toujours mieux qu'une. Si on se pose des questions sur Angela, comme on est 2 à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, pour avancer, pour trouver des solutions, pour réfléchir à 2. Donc, je trouve ça vraiment plus riche. Puis ça serait sur ça que je pense qu'il faudrait vraiment miser, sur la richesse d'avoir 2 enseignants dans la même salle de classe pour répondre aux besoins du groupe et d'avoir des échanges qui sont vraiment constructifs. Je pense que ce serait vraiment ce travail de collaboration-là sur lequel il faudrait miser. Puis sur le co-enseignement, il y a tellement de façons de faire le co-enseignement, mais je pense qu'en province, on n'est pas nécessairement outillé sur les différents modèles. Puis je pense que ça serait vraiment ma porte d'entrée avec les directions pour dire voici ce qu'on peut faire comme co-enseignement, voici pourquoi est-ce qu'on le ferait, puis d'essayer d'avoir des classes modèles un petit peu où ça fonctionne bien pour les amener, pour qu'ils puissent être sur le terrain puis voir ce qui se passe un petit peu. Je pense que ça leur parlerait vraiment beaucoup. J'avais peut-être le goût de poursuivre avec, en fait, une question ou un constat. Je t'écoute, puis je vois 2 choses qui sortent quand même de façon assez convaincante là, dans tes propos. La première, c'est que tu sembles beaucoup insister, puis c'est intéressant là, sur les forces des élèves, mais tu as quand même abordé les forces des enseignants également. Fait qu'il y a quelque chose, il me semble, là, dans ce changement-là, dans ce processus-là inclusif, qui est moins axé sur la déficience ou le déficit ou le handicap ou la différence, ou on pourrait nommer plein de choses, mais centré davantage sur la personne, puis sur qui elle est, puis sur sa force. Puis tu parles aussi beaucoup, beaucoup de collaboration. Puis là, tu as parlé donc de collaboration, oui, avec les enfants, mais entre adultes et en direction, entre enseignants. Fait que je trouve ça intéressant d'entendre ces 2 vecteurs-là. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même de l'ouverture dans le processus là, que vous vivez chez vous en ce moment? Là? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'ouverture à reconnaître l'importance des forces de tous et chacun, plus que le nom du défi, et à reconnaître l'importance de la collaboration? Oui, je pense qu'il y a de l'ouverture, mais je pense qu'on a du travail à faire. Je pense que tout est pas gagné. Une école, une direction d'école va toujours se battre pour avoir plus de ressources. Pour avoir plus de ressources, des fois, il faut qu'ils disent tout ce qui va mal. Mais dans le fond, ils ne peuvent pas avoir plus de ressources s'ils disent « Ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. » Donc, c'est là qu'on doit essayer de changer notre système un petit peu pour dire voici tout ce qui fonctionne bien avec les personnes en place. Donc, ça peut vraiment mieux répondre à beaucoup plus d'élèves. Je pense que le fait de voir qu'un enfant avec des besoins particuliers, que ce soit une déficience, que ce soit n'importe quoi, la logique derrière, je vais travailler dans un petit local pour faire de la rééducation tout seul avec lui. Il y a juste mon modèle, mais le fait d'avoir le modèle de plusieurs personnes autour, il risque d'apprendre beaucoup plus. Puis un coup qu'on va avoir essayé de rentrer ça dans la tête de beaucoup de gens, je pense que ça va être beaucoup plus facile de défendre les points d'inclusion scolaire, puis d'avoir le positif, parce que je trouve que des fois, on oublie ce positif-là, puis c'est vraiment là qu'on doit miser. Fait que c'est pas tout gagné, je vous dirais, à l'île du Prince-Édouard tout de suite, mais ça s'en vient. Puis moi, je crois que si on change un petit peu la philosophie de voir les choses, je pense que ça va aider énormément. Ouais.
Est-ce que c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas? Quand tu dis c'est pas tout gagné, qu'est-ce qui fait que c'est pas tout gagné? C'est la nouveauté ou c'est notre méconnaissance ou notre manque d'expérience dans cette dynamique-là? Oui, je pense que c'est un petit peu tout ça aussi, les vieilles pantoufles. Tu sais, on va dans ce qu'on connaît, c'est confortable, puis c'est bien d'être là. Puis essayer quelque chose d'autre, des fois, ça demande de l'effort, ça demande du travail, ça demande du changement, ça demande de la résistance, des fois, de certaines personnes. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, des fois, les changements, quand ils sont gros, tu sais, quand c'est ça, quand c'est pas naturel ou quand c'est pas traditionnel. Je pense que ça demande un petit peu plus d'énergie. Mais il faut juste avoir les bonnes personnes pour le présenter, puis là, ça devient un petit peu plus facile, je pense. Je t'entends dire que ce n'est pas gagné aussi, mais en ce moment, est-ce que vous avez déjà, parce que de ce que je comprends, là, vous êtes encore au début de tous ces changements-là, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez qui elles, sont gagnées? Comme à date, là, dans le début de ce changement-là, qu'est-ce qui va mieux depuis que vous commencez à faire l'inclusion? Bien, les résultats, je pense que les élèves, tu sais, les familles, je pense qu'au niveau des parents, c'est vraiment bien ce qu'on peut voir au niveau des familles, du partenariat entre l'école et la maison. Je pense que ça fait vraiment un bel effet. Puis, tu sais, je pense que le fait, on n'a pas vraiment de politique, nous autres, au niveau de l'inclusion scolaire en province, on n'a pas de politique provinciale. Donc, je pense que des fois, quand c'est sur papier, c'est un peu plus obligé, c'est plus facile de tirer dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment des belles choses qui se font. Puis le partenariat entre les familles, puis quand on explique le pourquoi. Puis les personnes qui le vivent un petit peu plus au quotidien, ils en ressortent vraiment gagnantes. Parce que quand on utilise vraiment quand on travaille au sein du groupe avec toutes les ressources puis qu'on discute, on peut avancer un petit peu plus pour faire cheminer l'élève, peu importe où il est rendu. Ouais. Donc, ça, j'y crois vraiment beaucoup. Ouais. Oh, Angela. Oh, excusez-moi. Excusez, Nadia, je voyais Angela qui parlait, mais son micro est coupé. Alors là, Alors, je ne sais plus si ça va être Angela ou toi en premier, Nadia. Ça ne te dérange pas, ça peut être Nadia. Vas-y, Nadia. On se renvoie la balle. Mais écoute, j'allais juste nommer, t'as nommé Vanessa, il n'y a pas de politique inclusive à l'île du Prince-Édouard. Puis je trouvais ça important, ce que tu amenais comme élément explicatif, en fait, là. Oh, Nadia nous a dit tout à l'heure qu'elle avait des difficultés à la maison puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de vent où elle se situe. Alors là, j'ai l'impression que Nadia a été emportée par le vent. Alors, je vais essayer de compléter. Je ne sais pas si c'est là où elle allait, mais j'ai l'impression, en fait, on a fait une autre entrevue avec quelqu'un qui était au Québec, qui est dans une position similaire à la tienne au niveau du travail. Puis c'est drôle parce qu'il nommait la même chose que toi au niveau des politiques. Puis qu'effectivement, quand il n'y a pas de politique claire, des fois, c'est difficile pour les acteurs sur le terrain de mettre en œuvre des choses parce qu'on n'a pas de consignes claires, puis là, on a l'impression qu'on sort un peu trop des consignes puis des sentiers battus. Oui, c'est exactement ça. Puis je pense que ça vient faire du pouce. Puis je ne suis pas quelqu'un de vraiment politique ou bureaucratique, mais je pense que des fois, ça l'obligerait un petit peu plus les gens à se lancer d'un coup. Donc, puis je ne veux pas obliger l'inclusion scolaire parce que je pense qu'il faut y aller un petit peu à la fois pour voir les bienfaits, puis que ce soit bien fait pour voir des bienfaits aussi. Mais je pense que la politique, ouais, ça viendrait un petit peu appuyer. Puis je ne dis pas que ce n'est pas encore... je pense qu'on commence à en parler un petit peu plus. Donc, ça, c'est vraiment bon signe aussi. Puis je pense qu'entre-temps, tous les nouveaux enseignants, les nouveaux assistants d'éducation, on essaie vraiment qu'ils travaillent déjà dans les salles de classe et ça l'aide énormément. Donc, les nouvelles personnes en poste, c'est ce qu'on essaie de vraiment inculquer. Puis je pense que ça fait une différence. Yeah.
Je trouve que lorsqu'on est au tout début de ce processus ici, souvent, les gens ont de la difficulté à voir la différence entre l'intégration et l'inclusion. On rencontre beaucoup d'enseignants, enseignantes, ou n'importe qui sur le terrain qui va dire, ben oui, notre école est assez inclusive. Mais lorsqu'on gratte un petit peu, on voit que c'est plutôt l'intégration qui se pratique. D'après toi, d'après tes expériences, je suis juste curieuse à savoir qu'est-ce qui serait pour toi la différence entre ces deux concepts-là? C'est une vraiment bonne question. Puis là, je me pose souvent cette question-là. Je pense au niveau de l'intégration, c'est que ce serait vraiment l'élève, je pense, on pourrait vraiment distinguer que l'élève a des défis puis qu'il ne réussit peut-être pas au niveau. Tandis que l'inclusion, selon moi, ce serait comme, on ne pourrait pas savoir qui a besoin d'un petit peu plus de soutien ou plus d'attention de la part de l'adulte pour répondre à ses besoins. Je pense que ça devrait être, je ne veux pas dire équitable mais ça devrait être bien réparti au sein du groupe au niveau de l'intervention de l'adulte pour qu'on puisse vraiment répondre un petit peu aux besoins de tout le monde. Parce que c'est pas parce que d'avoir le support de l'adulte, c'est bien en tout temps. Puis au niveau de l'intégration, je pense que c'est vraiment là où on distingue un petit peu plus que la personne supplémentaire dans la salle de classe est là pour une personne en particulier. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie vraiment d'éviter, mais c'est sûr que c'est encore un défi. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis tu as mentionné aussi, une fois que les enseignantes et les enseignants vont voir le positif, tu as dit, tu sais, je pense qu'ils vont vouloir embarquer. Puis d'après toi, pour l'élève et aussi pour le personnel, quel serait le positif de s'en aller vers l'inclusion? Mais ça serait la vie en société, c'est ça, par la suite, le monde scolaire. Puis quand on arrive après l'école, c'est de fonctionner au sein de les groupes de personnes, de s'ajuster. Puis je pense que ça ferait un enseignement plus riche, je pense, parce qu'on pourrait faire plus d'interventions au niveau de chacun des élèves. Puis c'est pas juste des élèves qui ont des besoins spécifiques, ce serait vraiment des interventions plus ciblées pour chacun d'entre eux. Donc, je pense que tout le monde pourrait en ressortir vraiment gagnant. Mm-hmm. Mm-hmm. Je vois le temps qui file. Angela, j'ai envie de lancer, j'ai envie de savoir, Vanessa, parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, vous êtes au début du processus, il n'y a pas encore de politique. Vous avez parfois l'impression, tu sais, dans ton milieu, que vous êtes en train comme de sortir des sentiers battus puis de brasser bien des affaires en même temps. Tant les enseignants, les élèves, les enseignants en ressources, tu sais, tout ce beau monde-là est en changement présentement. Ça a été quoi la motivation de s'embarquer là-dedans? Tu sais, d'où ça vient, ce désir-là de faire l'inclusion tout à coup? Ben, en fait, moi, je ne connaissais pas beaucoup c'était quoi l'inclusion parce que ça a été vraiment quand j'ai suivi mon cours avec Angela que j'ai pu découvrir vraiment c'était quoi l'inclusion scolaire. Puis j'ai réalisé qu'on faisait vraiment beaucoup d'intégration au niveau des écoles. On faisait vraiment d'exclusion aussi dans le sens où on retirait complètement l'élève puis on faisait du décloisonnement comme ça. Mais en fait, c'est quand j'ai réalisé tout le positif que ça pouvait apporter, puis de se poser des bonnes questions. J'ai tout le temps l'image un petit peu de, au parc, la balançoire pour chaises roulantes, mais complètement à l'opposé du parc. Je me dis, c'est un bel effort, mais est-ce que c'est tout le temps cette image-là qui me revient en tête? On aurait beau accompagner n'importe quel élève, s'il se sent quand même à part, est-ce que c'est juste pour lui? Puis je me dis, non, chaque être humain est différent, puis ils ont besoin de choses différentes, puis c'est pas tout le temps visible. Il y en a que c'est plus visible que d'autres, mais il y en a que c'est vraiment pas visible, puis ça devrait pas, on ne devrait pas être obligé de défendre ça. Tout le monde aurait le droit je pense que tout le monde a le droit de pouvoir exploiter son plein potentiel, puis de pouvoir être qui ils sont quand ils désirent d'être, comme ils sont, finalement. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, je vois aussi beaucoup de retombées dans la société. Hein? Oui.
lorsque tu dis que tout le monde a le droit de vivre son plein potentiel, puis de s'exprimer, tu sais, je peux voir qu'il y a des retombées importantes dans la société. Est-ce que, parce qu'il nous reste seulement 5 minutes avant de quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager? Je ne sais pas, quelque chose que vous avez essayé, dont vous êtes vraiment fiers, quelque chose que vous avez en tête, une question que vous vous posez pour le futur. Qu'est-ce que c'est que tu voudrais nous partager juste avant qu'on termine cette entrevue? Ben, moi, parce que vous êtes tous là, puis pour moi, vous êtes mes idoles de l'inclusion scolaire, je me dirais, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut faire justement dans notre milieu, sachant qu'on n'a pas de politique, sachant qu'on a un système où on pourrait avoir de l'influence? Je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous nous suggérez pour pouvoir partir cette cette belle lancée. Mm. Parce que présentement, on y va un petit peu à tâtons, honnêtement. On essaie d'y aller avec qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on va, un petit peu avec la recherche. Mais si on a des gens qui peuvent nous conseiller, on est vraiment plus que prenant. Je vais relancer un peu la balle, finalement. As-tu une idée, Marie-Hélène? Ben, j'en ai plein. Mais c'est drôle, j'avais l'impression que toi, tu aurais sûrement des idées là-dessus, Angela. Ben, moi aussi, j'en ai plein, mais... C'est ça, on dirait que je ne sais pas par laquelle commencer. Ben, je pense, moi, j'aime beaucoup, Vanessa, qu'est-ce que vous faites de travailler les gens avant de travailler le changement. Oui. OK? Si les gens n'embarquent pas dans le processus, ça n'ira pas loin. Tu as dit à un moment donné, je ne veux pas forcer l'inclusion. Déjà là, c'est un bon premier pas. Il faut avancer, par exemple. Faut pas arrêter puis rien faire. Mais juste le fait de dire, OK, on va commencer avec ceux et celles qui semblent prêts à vouloir y aller. Puis là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, on veut toujours avancer, mais pas que ça soit garoché de toute façon, puis pas vraiment bien planifié. Moi, je verrais aussi, lorsque je parle de planifier, un bon plan de 3 à 5 ans. Où est-ce qu'on voudrait être dans 3 ans? Où est-ce qu'on voudrait être dans 5 ans? Puis là, de dire, ben, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'est la première année? OK? Je travaillerai aussi avec les directions d'école. Pour avoir eu travaillé avec différents districts scolaires, les directions d'école sentent qu'ils ont besoin de connaître avant de pouvoir donner le bâton aux enseignants et aux enseignantes, OK? Parce que c'est ça, ça les sécurise un petit peu de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Puis après ça, j'irai peut-être avec beaucoup d'accompagnement. De trouver des mentors, comme tu l'as mentionné, des personnes ressources que vous allez former qui vont pouvoir aller après ça dans les différentes écoles pour aider ceux et celles qui veulent avancer. Là, je garoche toutes sortes d'affaires pas mal vite, mais c'est juste certaines idées que j'ai. Puis, je veux aussi dire que vous êtes vraiment comme bravo, hein, parce que c'est un cheminement qui vaut la peine d'être essayé, puis je pense que vous allez réussir un petit peu à la fois. Oui, un petit peu à la fois, c'est ça. Oui, j'espère d'ici 10 ans qu'on aura fait une belle remontée. Oui, en terminant, je vais juste compléter un peu la réponse d'Angela. À ça, j'ajouterais, essayez de vous entourer de gens qui vous inspirent, puis essayez aussi de connecter au sein de vos équipes écoles, essayez de cultiver des relations. On sait que ça a un impact important sur le bien-être des enseignants, sur le bien-être des élèves. Puis plus on est heureux, plus on est bien à l'école aussi, meilleur les enseignants enseignent, puis meilleur les étudiants apprennent. Alors, je pense que dans tout ce gros changement-là, si on arrive à créer des connexions véritables, puis à s'entourer de gens authentiques qui nous inspirent, ça va aussi être un pas de l'avant pour mieux réussir l'inclusion. Merci, Vanessa, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. C'était super intéressant. J'ai l'impression qu'on aurait pu, hein, Angela, continuer encore et encore. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Et
Nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Parlons d'inclusion. Merci tout le monde. Bonne journée.